Voilà, donc il est 11 heures. Donc du coup, on a fait le bloc bilan perspective. Comme il y a plus d'autres questions dans le chat, donc on propose du coup de passer au point suivant, donc le dernier de notre webinaire, qui est la présentation de l'appel à projet 2026. Donc, Voilà. Vincent, Donc l'appel à projet 2026, Lucien l'avait dit, là, il a déjà été lancé en toute fin décembre 2025. Donc vous pouvez trouver sur cette adresse web sur le site de l'ANR le call, donc ouvert le 19 décembre. Donc il y aura deux phases. On a repris un peu le même schéma qu'on avait mis en place en 2024. Donc deux étapes. Une phase 1 avec une lettre d'intention très courte, et ça c'est une demande forte ça nécessite des discussions, mais on a réussi à conserver ce schéma-là avec une lettre d'intention de 2 pages à déposer pour le 3 mars, une communication des résultats avec un comité d'évaluation pour la phase 1 qui sera je dirais un comité composé de membres de la communauté du PEPR Spin, mais aussi la présence de 1 à 2 personnes du comité international qui, au final, évaluera les projets en étape 2. Et ensuite, communication fin mars des résultats et jusqu'au 16 juin pour déposer le projet complet. Là aussi, on va rester sur un nombre réduit de pages pour ne pas surcharger les collègues pour les dépôts de ces projets-là, mais avec des éléments, bien sûr, qui devront contenir tous les éléments nécessaires à l'évaluation. Donc, vous avez un template, on en reparlera juste après. Donc, on a choisi pour cette deuxième appel à projet 2 axes stratégiques, j'ai envie de dire. Un premier axe qui est renouvellement scientifique et plus ressourcement. Finalement, en regardant les définitions de ressourcement, c'est renouvellement scientifique qui convient le mieux. Donc, c'est renouveler les objectifs du PEPR par rapport au programme initial, explorer des fonctionnalités émergentes. On parle aussi de montée en maturité, mais pas que. On a parlé aussi de recherche amont, mais montée en maturité des dispositifs spintroniques et permettre des avancées significatives sur des nouveaux domaines ou des nouvelles études en spintronique qui étaient au cœur des différents effets physiques qui ont permis de définir les 5 projets ciblés et certains des projets AAP. Et puis il y a un deuxième axe qui, ça nous paraissait important, c'est dans cette idée d'augmenter les synergies avec les autres PEPR, avec les autres communautés. Un moyen d'amplifier l'impact du PEPR, c'est de développer des synergies, de développer ou d'encourager des approches interdisciplinaires avec d'autres PEPR. On a mentionné un certain nombre de PEPR, mais il y en a d'autres, hein. Peut-être il y a des choses qu'on a, nous, loupées et que vous pouvez mettre en avant en déposant des propositions dans ce call et contribuer à la structuration durable et au positionnement durable de la spintronique dans l'écosystème scientifique et de recherche français. Donc il y a 2 types je sais plus, on avait dit quoi, c'est encore à moi. Il y a deux oui. types de projets. Un projet collaboratif, donc des projets collaboratifs. Étant donné le budget total qui est de 3,8 millions d'euros, on estime qu'on pourra financer entre 3 et 4 projets. Budget pouvant aller jusqu'à 1,2 million et une durée de 3 à 4 ans. Et puis aussi un projet qu'on appelle Jeune Scientifique, porté par un chercheur en début de carrière, avec un budget entre 350 et 400 kilos euros. Et là, il y a une forte attente sur l'originalité et l'autonomie scientifique. Donc l'éligibilité, vous trouverez tous les critères sur Ce sont des le choses site web, mais je donne effectivement que, la parole à Luciano. oui, ce sont des critères du coup qui étaient là déjà dans l'appel 2024 avec des aspects excellence en biosciences scientifiques, qualité du consortium, moyens mobilisés, gouvernance, adéquation à l'appel et impact du projet et les membres qui évaluaient, donc c'est plus une évaluation interne, donc, mais coportée avec l'ANR, avec aussi les représentants du comité scientifique qui vont piloter la deuxième phase. Donc, il y a une grille d'évaluation sur
ces critères. Donc après, il y a quelques règles spécifiques, notamment d'éligibilité, hein, disons en termes de propositions jeunes scientifiques qui sont détaillées. Le fait qu'il n'est pas possible de participer en tant que responsable scientifique coordinateur à plusieurs projets, ou si on était déjà coordinateur dans le précédent appel. Et puis, il y a après les règles que le comité d'évaluation interne ne peut pas coordonner un projet. Donc, il y a une trame simplifiée de la phase 1, une lettre d'intention qui, en fait, détaille sur un format allégé, comme Vincent le mentionnait, sur les aspects contexte, enjeu, schéma du projet et méthodologie, et puis la description du consortium. Sur la phase 2, en termes de critères d'éligibilité, donc excellence, ambition scientifique, qualité du consortium, moyens mobilisés et gouvernance, adéquation à l'appel et impact du projet. Nous avons eu déjà une trame qui était proposée il y a 2 ans. On doit la revalider par l'ANR, mais grosso modo, on s'oriente vers quelque chose qui est un petit peu plus léger que ce que l'ANR demande, avec un maximum de 15 pages références comprises. Donc, sur le comité d'évaluation, donc composé des co-directeurs EPERSPI responsables des montages AP et porteurs des projets ciblés transverses pour l'étape 1, sous le regard attentif de l'ANR et puis du comité des représentants du comité scientifique, avec un rôle sur l'adéquation des propositions, la cohérence stratégique, et puis décide après sélection des projets pour déposer le projet complet. La phase 2, donc des experts scientifiques internationaux, donc c'est là, on n'y participe plus, donc c'est l'excellence scientifique qui va être évaluée, avec notamment la capacité de lever des verrous scientifiques et la pertinence du consortium, avec des critères d'évaluation ANR standard en termes d'excellence, impact et de mise en œuvre. Donc, ce comité scientifique émet des avis scientifiques motivés qui vont servir de base à la décision finale de financement. Donc, bien entendu, pour déposer déjà ou avoir tout renseignement concernant l'appel à projet, il y a côté ANR la chargée de projet scientifique et le responsable d'action avec une adresse générique, mais les co-directeurs du PEPR, le manager du programme et la chargée de com sont à votre disposition également pour tout renseignement complémentaire. L'objectif du webinaire, c'était aussi de pouvoir répondre en direct à toute question en lien avec les axes, la méthode, la temporalité et toute autre question en lien avec le dépôt pour cette deuxième appel à projet. Il y a une question de Niloufar concernant le taux de succès dans cet appel de projet s'il n'y aura qu'un seul projet jeune scientifique sélectionné. Oui, donc le taux de succès, donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que la première phase, qui est en fait la lettre d'intention, on essaie d'arriver avec 2 fois le nombre de projets, 2 ou 3 fois, donc je dirais pour la deuxième étape. Donc je dirais, on veut pas demander à ce qu'il y ait plus de 2 projets qui passent avec une demande conséquente de euh, de sélection en deuxième phase. Si on se réfère à l'appel 2024, je pense qu'on était entre 25 et 30 par rapport à l'étape 1, donc par rapport à la lettre d'intention, et 50 pour l'étape 2. Peut-être même un peu plus, Lucien, finalement. Je pense que c'est même un peu plus. Il y a une autre question de Raphaël. Concernant le programme Jeunes chercheurs, un post-doctorant sans poste permanent peut-il candidater? Les chances de succès sont-elles réelles ou plutôt très faibles? Je vais remettre aussi dans le chat. Oui. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que il faudrait qu'au moment du début de projet, il faut que
la personne soit en poste permanent. Donc, idéalement, ce serait poste permanent au moment de la contractualisation. Mm. Donc, le fait de déposer, n'ayant pas de visibilité claire sur un poste permanent qui va arriver, c'est un point de faiblesse. Il y avait une question, Il y a un commentaire de Bernard. Bernard. Donc, dans le cas de projets interdisciplinaires faisant un pont vers d'autres PEPR, Mm. est-il attendu que le financement soit partagé entre le PEPR Spin et l'autre PEPR, ou est-ce possible que tout le financement vienne du PEPR Spin? Le problème étant, dans le premier cas, que les appels à projets des deux PEPR ne sont pas forcément synchronisés. Alors, nous, dans notre esprit, on n'attendait pas un cofinancement des autres PEPR sur les projets qui se situeraient dans cet axe 2. Encore une fois, dans cet axe 2 qu'on définit, ça va au-delà de l'inter-PEPR, ça peut être l'interdisciplinaire. Donc non, il n'y a pas obligatoirement de cofinancement nécessaire des autres PEPR. Si vous arrivez à l'obtenir, tant mieux, ça vous permet de mettre plus d'objectifs et d'efforts sur l'appel à projet du PEPR Spin, mais c'est pas l'intention. Ce qui peut être fait, c'est que dans la description, donc il faut que le budget demandé en fait couvre l'intégralité du projet scientifique tel que présenté, mais présenter un effet de levier en se disant qu'il y a déjà une communauté autre et une possibilité de dépôt dans un autre contexte. Certainement, le fait d'avoir un effet de levier auprès d'un autre PEPR peut être intéressant et il faut le mentionner. Oui, oui, c'est à mentionner. Alors, encore une fois, en étape 2, les évaluations seront menées par un comité d'experts indépendants, internationaux, mais bon, il n'est pas encore entièrement constitué aujourd'hui, mais ils seront très probablement des personnes qui connaissent ces programmes PEPR, qui connaissent en tout cas un petit peu ce programme France 2030. Donc, vous pouvez être assez clair aussi dans les interactions que vous voulez mettre en avant, à la fois scientifiques, mais aussi en termes de cofinancement, pour être assez clair dans les propositions en étape 2 même pour le comité international. Question d'Aurélien Monchamp, un fort aspect interdisciplinaire est-il attendu? Bah, c'est un Bon, des deux axes, donc j'ai envie de dire, pour les projets qui veulent s'inscrire dans l'axe 2, oui, une forte composante interdisciplinaire est, est attendue. Oui. mais pas tous les projets. On n'attend pas des excellents projets monodisciplinaires en leur chance, en se positionnant dans un des axes. Et il n'y aura pas de nombre prédéfini de projets par axe, hein. Donc bon, ça sera aussi à la charge du comité international sur les critères, hein, et l'excellence en est un, de sélectionner les projets qu'il a envie de sélectionner. La thématique de spin laser est-elle traitée actuellement dans les projets ciblés du PEPR? Donc, pas dans les projets ciblés du PEPR. Maintenant, je ne sais pas si ce qu'on appelle spin laser, est-ce qu'il y a un lien avec un projet qui est passé au premier appel AP, donc Ça s'appelle Optospincom. voilà. Le porteur de ce projet, Yuan Lu, donc éventuellement Mehdi Alouini qui pose cette question, donc voir avec lui. Il y a des informations sur le site web sur les projets AAP, mais peut-être prendre contact avec les coordinateurs et les partenaires de ce projet-là pour savoir si votre thématique rentre dans le champ de ce projet-là ou pas. Et dans ce cas-là, s'il y a par exemple une interaction dans vos recherches entre des membres des communautés de PEPR Luma et PEPR Spin, ça peut être un des avantages, des arguments à mettre en avant pour la proposition de ce projet. Voilà, il y a une question de Jean-Baptiste David qui en fait est porteur actuellement d'un projet de R&D sur la miniaturisation d'un spectromètre par résonance paramagnétique électronique et il se pose la question de la pertinence de postuler au PEPR Spin avec une thématique en se disant que en fait le PEPR lui semble très orienté matériaux et que ce serait pas pertinent. Donc, tout d'abord, le PEPR n'est pas que matériaux. Il y a une forte coloration matériaux, mais il y a un projet ciblé Spinkarak qui traite
les aspects de caractérisation. D'ailleurs, il y a un financement sous la résonance Oui, paramagnétique électronique d'un équipement qui est coporté à Grenoble entre Siemens et Spintech. oui, C'est pas sur cet aspect-là. Maintenant, disons, des projets d'instrumentation peuvent émerger, notamment s'ils peuvent démontrer qu'il y a un impact pour tous les dispositifs spintroniques en termes de caractérisation, et puis, deuxièmement, qui ne sont pas financés nécessairement par ailleurs, par d'autres outils. Donc, je ne sais pas si, par exemple, ce projet de miniaturisation du spectromètre, c'est pas quelque chose qui est déjà traité dans les moonshots de la mission numérique du CEA, par exemple. Donc, mais s'il y a quelque chose de spécifique qui adresse les matériaux spintroniques qui va au-delà, bien entendu, c'est possible. Donc, il faudrait s'approcher de collègues de la communauté qui pourraient être intéressés par une caractérisation type RPE et voir quelle retombée possible. Quelle est la taille typique attendue d'un consortium? ouais. Ouais. Là, l'idée des des projets dans les appels à projets des PEPR, c'est de ne pas avoir des projets ANR, j'ai envie de dire standard, donc de permettre un soutien plus conséquent qu'un projet ANR standard. Donc, typiquement, avec les budgets qu'on a affichés, de l'ordre de 1 million d'euros jusqu'à 1,2 million, 3, 4 partenaires. Alors, il n'y aura pas de chiffres qui seront indiqués, hein, mais typiquement, de l'ordre de 3 à 4 partenaires paraît être un bon consortium pour, encore une fois, avoir un soutien qui permet d'être impactant et de produire dans un temps court, hein, c'est des temps courts, 3 à 4 ans, des avancées notables ou des développements technologiques euh, importants. Voilà. C'est vrai que Je cette crois question est une question qui est déjà venue au premier appel et on peut se poser la question, je dirais, idéalement, ça doit être un consortium restreint avec un objectif mieux défini ou peut-être plus focus que ce qu'un projet ANR standard est. Pour autant, on n'a pas euh, opposer un critère de non-sélection à un consortium qui est plus large, dans lequel il peut y avoir une participation, je dirais, en termes de réflexion, mais pas avec des actions nécessairement financées. C'est intéressant. Et si c'est bien explicité, quelles sont les actions financées et ne pas avoir, je dirais, pour 1 million, 10 partenaires financés à 100 000 euros, je pense que c'est pas nécessairement l'objectif. Maintenant, Je- un projet scientifique ambitieux ouais. fera finalement, Voilà. ce sera le plus important. Un rappel, hein, les partenaires industriels ne sont pas éligibles dans ces appels à projets-là et les partenaires hors de France non plus, quoi. Ils peuvent participer, mais sans financement à ces projets AAP, PEPR Spin. je crois qu'il y avait Romain Giraud qui voulait prendre la parole. Oui. Il avait levé la main, donc si tu veux reprendre la parole, n'hésite pas, je crois que tu peux parler. Et Romain, tu nous entends? Tu as la main? Oui, c'est bon. Ah, je vous entends, je pense que vous m'entendez maintenant. Oui. Bon, en fait, j'ai déjà entendu pas mal de réponses là, suite aux questions des collègues. Donc, Romain Giraud de l'avoir Spintech. En fait, oui, je me posais quelques questions parce qu'on réfléchit en ce moment avec des collègues à éventuellement proposer un projet ciblé sur les technologies quantiques basées sur Spin, notamment en direction des applications métrologie quantique. Donc, en fait, ça, c'est une thématique qui peut permettre des recouvrements avec d'autres PEPR, électroniques ou quantiques. Et donc, du coup, ma question, c'était, c'est celle-ci, c'est le PAPR spin, il est vu comme exploratoire. Quand on regarde les PAPR électroniques et quantiques, c'est beaucoup moins amont, avec des objectifs, notamment électroniques, complètement ciblés sur les dispositifs actuels, les performances. Le quantique, c'est très optique. Du coup, je voulais savoir, finalement, je comprends bien que dans l'esprit France 2030, il y a une volonté de créer des synergies et des ponts entre les PEPR. Est-ce que c'est si essentiel pour cet appel à la candidature, projet?
Ben, Ou est-ce que finalement l'aspect structurant du projet au sein de la communauté spintronique euh, joue un ben, rôle plus important? oui, oui, encore une fois, on définit deux axes, mais il y a deux axes stratégiques. Il y en a un où ça peut être l'argument fort de présentation d'un projet de l'axe 1 de développement, structuration autour d'une thématique originale en spintronics, ça pourrait être dans l'axe 1. Après, d'après la description que tu viens de faire de ces recherches-là, je pense qu'elles peuvent parfaitement s'inscrire aussi dans une présentation d'un projet interdisciplinaire où tu parles de technologie quantique et d'utilisation de spintronique ou de dispositifs spintroniques pour les technologies quantiques. Donc, dans l'explication ou les éléments que tu as partagés, je pense que ça peut parfaitement rentrer dans l'un ou l'autre des deux axes, hein. Après, D'ailleurs, par rapport à ce que vous ouais. pouvez indiquer de vous inscrire dans les deux axes, hein. Il y a pas de, sur le template, il est possible d'indiquer que vous pensez que vous pouvez vous inscrire dans ces deux axes. Donc, juste essayer de apporter un complément. Donc, c'est vrai que il y a le côté excellence scientifique et aussi un des marqueurs d'un PEPR exploratoire. Donc, du coup, l'excellence scientifique avec une structuration peut être mise dans un des axes. Maintenant, si on se compare, parce que Romain, tu es rentré dans le jeu. Donc, effectivement, le PEPR électronique, il y a un certain nombre de démonstrateurs, mais je dirais, je ne pense pas que dans les projets ciblés du PEPR Spin, il y a quelques-uns, notamment Spincom ou Adage, mais voir les autres, je dirais, il y a des démonstrateurs avec des objectifs d'industrialisation, avec un plan d'exploitation également. Et par rapport au PEPR quantique, il y a effectivement les techno quantiques pour lesquels il y a de l'ambition un peu affichée, mais je dirais, je ne pense pas qu'on a vraiment en termes de niveau de maturité de TRL, je pense que c'est pas complètement différent. Le PEPR quantique et accélération, mais je dirais traite parfois des aspects qui sont très amont. Donc, pour résumer, un bon projet scientifique qui, en plus, met en avant un lien avec potentiellement la place des technospintroniques pour la métrologie quantique, a toute sa place à la fois scientifique et en termes de marqueurs de valeur. Si tu veux me permettre, Lucian, ça veut dire on peut montrer les liens en direction des autres PEPR sans avoir un partenaire qui participe à Oui, un autre PEPR. D'accord. oui. Dans un des axes, c'est mieux d'élargir, je pense que d'avoir un autre partenaire du PEPR quantique, notamment, mais ce n'est pas obligé. Ok, merci. Bon, Voilà, est-ce qu'il donc y il n'y a a plus d'autres questions plus d'autres questions? dans le chat. Si on a encore, allez, 2, 3 minutes, s'il y a une dernière question. Juste pour préciser aussi que il y aura une FAQ concernant l'appel à projet. Donc avec les questions que vous venez de poser, tout sera mis à jour prochainement. Est C'est disponible disponible sur le sur le site site web. web. Voilà, bien joué. Allez, go. Quelle cohésion. OK. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore Ouais, merci d'être beaucoup. resté 1 heure et demie presque. Merci d'être resté avec nous. Donc, le webinaire sera enregistré et mis à disposition également. On verra du format. Merci. Succès dans la rédaction de projets, inspiration. Merci pour tout le travail au quotidien. Et puis, Et, euh, et peut-être un dernier message, n'hésitez pas aussi à mentionner à vos labos, à vos tutelles, votre participation dans le PEPR Spin et faire jouer vous aussi l'effet de levier du PEPR Spin dans les soutiens que vous pouvez avoir en local, en régional ou national. Voilà, c'est aussi à ça que peuvent servir ces programmes. Merci beaucoup, bonne journée et
et en espérant vous voir au mois de mai, aux journées annuelles et aux journées industrielles qu'on organise. Voilà, au revoir.